Cette place est pour ma vraie fille. Sors d'ici. Mon père m'a dit ça à sa fête de départ à la retraite, devant 80 personnes. Et puis il m'a poussé. J'ai heurté le parquet dans une robe bleu marine qui appartenait à ma mère. Elle l'avait portée pour son dernier dîner d'anniversaire de mariage avant que le cancer ne l'emporte. Je la portais ce soir-là pour honorer mon père. Je ne savais pas que ce serait la nuit où il nierait mon existence. Mais ce que mon père ne savait pas, ce que personne dans cette pièce ne savait, c'est que la vraie fille à qui il venait de donner ma place le volait depuis 8 mois. Et mon mari avait la preuve dans la poche de sa veste. Avant de continuer, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous touche personnellement. Indiquez votre lieu et votre heure locale dans les commentaires. J'adorerais savoir d'où vous écoutez. Je m'appelle Heather. J'ai 31 ans et c'est l'histoire de la nuit où j'ai failli perdre mon père pour toujours. Laissez-moi vous ramener 3 ans avant cette fête. Le jour où tout a commencé à s'effondrer. Mon père, Richard Purcell, a passé 35 ans comme contremaître dans une usine de fabrication près de Dayton, en Ohio. Il pointait à 6 heures, dépointait à 16 heures, et passait ses samedis à me traîner sur des chantiers de construction avec des bottes à embout d'acier de 2 tailles trop grandes pour mes pieds. Il pointait une poutre et disait, « Tu vois comment ça supporte la charge, Heather ? Chaque chose en soutient une autre. » J'avais 9 ans et je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. Mais j'écoutais. Et des années plus tard, je suis devenu ingénieur en structure et j'ai enfin compris ce qu'il m'avait enseigné depuis le début, que les choses que l'on ne voit pas sont celles qui maintiennent tout debout. Ma mère, Linda, était infirmière aux urgences. Elle travaillait de nuit pour pouvoir être à la maison quand je descendais du bus scolaire. Elle sentait l'antiseptique et la lavande. Et elle chantait faux en cuisinant. Et elle faisait de notre petite cuisine la pièce la plus chaleureuse de toutes les maisons où j'ai vécu depuis. Elle et papa avaient construit leur vie autour d'une petite table en chêne qu'il avait fabriquée à la main l'année de ma naissance. 3 chaises, une pour chacun de nous. Personne de plus, personne de moins, disait papa. On a diagnostiqué un cancer du pancréas à ma mère quand j'avais 11 ans. Elle est morte 14 mois plus tard. J'avais 12 ans. Papa ne s'est pas effondré. Du moins, pas là où je pouvais le voir. Il a continué à aller au travail. Il a continué à préparer le dîner. Il a continué à s'asseoir à cette table en chêne, sur sa chaise, en face de la mienne. La chaise de maman est restée vide. Je ne lui ai jamais demandé de la laisser ainsi. Il l'a simplement fait. Pendant 3 ans après sa mort, nous n'étions que tous les deux. Et le silence dans cette maison était lourd. Bien sûr, mais c'était le nôtre. Puis papa m'a dit qu'il avait rencontré quelqu'un. Il a dit qu'elle ne remplacerait jamais maman. Je l'ai cru. Victoria Ashford est entrée dans nos vies vêtue d'un châle en cachemire de couleur crème et d'un sourire si étudié qu'il aurait pu être breveté. Elle était jolie, soignée, divorcée, et elle avait une fille nommée Brooke qui avait 2 ans de moins que moi. Papa les a présentés lors d'un dîner à la maison, notre maison, et Victoria a apporté une bouteille de vin qui coûtait probablement plus cher que tout ce qu'il y avait dans notre réfrigérateur. Je lui accorde ça. Au début, elle a essayé. Elle m'a posé des questions sur mes cours. Elle a complimenté les rideaux que maman avait choisis. Elle a même proposé de m'apprendre à conduire, ce que papa a trouvé généreux. J'ai dit, non, merci. J'ai déjà mon permis. Ils se sont mariés quand j'avais 15 ans. Petite cérémonie. Victoria portait de l'ivoire. Je portais la robe noire que maman m'avait achetée pour ma remise de diplôme de fin de collège parce que c'était la seule chose formelle que je possédais. Personne n'a rien dit à ce sujet. En moins de 6 mois, les choses ont commencé à changer. De petites choses. Victoria a remplacé la table en chêne par une table de salle à manger avec un plateau en marbre. Quelque chose de plus moderne, a-t-elle dit. Papa a accepté. La vieille table est allée au garage. Le premier Thanksgiving après le mariage. Je suis descendu et ma chaise, celle où papa avait gravé mes initiales quand j'avais 8 ans, avait disparu. Nous avions besoin d'un ensemble assorti, a dit Victoria, lissant une serviette en lin sur le nouveau marbre. Brooke a emménagé à plein temps à cette époque. Elle a pris la chambre d'amis, que Victoria a redécorée avec du papier pinceau et une nouvelle coiffeuse. Brooke avait 13 ans, elle était bavarde, enthousiaste. Elle a appelé mon père papa dès la première semaine.
Et mon père, qui n'avait pas pleuré une seule fois depuis les funérailles de ma mère, a eu les larmes aux yeux et l'a serré dans ses bras à la table du dîner, la nouvelle table du dîner. J'ai regardé depuis l'embrasure de la porte de la cuisine et je n'ai pas dit un mot. C'était ma première erreur. Je suis parti à l'université à 18 ans. Clemson, génie des structures, bourse complète au mérite académique. Papa m'a conduite au campus, m'a aidé à porter mes cartons, et est resté longtemps dans le parking après que je lui ai dit que tout irait bien. Victoria est restée à la maison. Elle a dit qu'elle avait une migraine. Chaque fois que je revenais pour les vacances, quelque chose d'autre avait changé. Les photos de maman ont migré du mur du salon au couloir, puis à une étagère au sous-sol. Sa boîte de recettes a disparu du comptoir de la cuisine. Son jardin, celui qu'elle avait planté de rudbeckie et de marguerites à œil noir au printemps avant de tomber malade, a été arraché et remplacé par des graminées ornementales qui ne fleurissaient pas. Ma chambre est devenue le studio de yoga de Victoria. Quand j'ai demandé où étaient mes affaires, elle a montré 3 cartons dans le garage, empilés à côté de la vieille table en chêne de papa. Nous avions besoin de l'espace, ma chérie. Brooke suit des cours en ligne et elle avait besoin d'une pièce calme. Brooke avait déjà une pièce calme, mais je n'ai pas discuté. C'était le schéma. Victoria prenait quelque chose de petit, le présentait comme pratique, et papa suivait parce que se disputer à propos de rideaux et de chaises lui semblait indigne de lui. Il était contremaître. Il résolvait de vrais problèmes, des problèmes de charge portante. Il n'avait pas la patience pour la politique domestique. J'ai rencontré Marcus lors d'une conférence sur le génie des structures quand j'avais 25 ans. Il était expert comptable judiciaire et présentait une conférence sur les enquêtes de fraude dans la construction. Nous avons parlé pendant 3 heures de la façon dont les chiffres mentent et les bâtiments non. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard au palais de justice avec 12 invités. Papa est venu. Il m'a accompagné jusqu'à l'hôtel. Victoria est venue aussi. Elle a développé un mal de tête au moment des toasts et ils sont partis avant que nous ne coupions le gâteau. La dernière fois que mon père m'a regardé dans les yeux, nous étions devant ce palais de justice. Il m'a serré la main et a dit, « Ta mère l'aurait aimé. » C'était il y a 4 ans. 3 ans avant la fête de départ à la retraite. Je gérais une inspection de pont dans le Tennessee quand Noël m'a surprise. Le projet était en retard. L'entrepreneur avait lésiné sur les joints de dilatation, de vrais problèmes de charge portante, du genre qui tue des gens, et je ne pouvais pas partir avant que le comté n'approuve le plan de remédiation. J'ai appelé papa le 23 décembre pour expliquer. Messagerie vocale. J'ai laissé un message. Salut papa. Je suis coincé sur un chantier. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir rentrer pour Noël. Je viendrai en janvier. Je t'aime. Joyeux Noël. Pas de rappel. J'ai pensé qu'il était déçu. Je lui ai envoyé un texto le matin de Noël. Pas de réponse. J'ai rappelé le jour de l'an. Messagerie vocale. J'ai appelé la ligne fixe. Victoria a répondu. Sa voix était froide et plate. Heather, ton père a dit qu'il ne voulait pas parler pour le moment. Je pense que tu devrais respecter ça. Alors je l'ai fait. Je lui ai donné de l'espace. J'ai rappelé la semaine suivante et la semaine d'après. Et chaque semaine pendant les 3 années suivantes. 147 appels, 42 textos, pas une seule réponse. Je n'ai jamais cessé d'essayer, mais je ne suis jamais non plus allé à la maison pour exiger des réponses. J'ai essayé 2 fois. Victoria m'a accueilli à la porte les 2 fois, les bras croisés. Même refrain. Il ne veut pas te voir, Heather. S'il te plaît, arrête de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. J'aurais pu la bousculer. J'aurais pu faire une scène. Mais quelque chose en moi refusait de supplier. Si mon père voulait me rayer de sa vie, je le laisserais faire. Ça me briserait, mais je le laisserais faire. C'était ma fierté qui parlait. Et Victoria savait exactement comment s'en servir. 8 semaines avant la fête de départ à la retraite, Marcus a reçu un appel d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Une voix de femme. Plus âgée. Prudente. Est-ce bien Marcus Purcell? Je suis Donna Webb. Je travaille à l'administration des avantages sociaux dans l'entreprise de votre beau-père. J'ai besoin de vous parler de certains documents. Marcus ne me l'a pas dit. Pas encore.
L'invitation est arrivée dans ma boîte de réception professionnelle. Pas de Victoria, pas de papa, mais de la coordinatrice d'événements de l'entreprise. Un courriel de masse à tous les contacts familiaux des employés. J'ai fixé cette courriel pendant 20 minutes. Marcus est entré dans la cuisine, a vu l'écran et s'est assis en face de moi. « Tu devrais y aller », a-t-il dit. Il ne m'a pas parlé depuis 3 ans. C'est exactement pourquoi tu devrais y aller. C'est peut-être la seule chance de le voir dans une pièce pleine de gens. Quelque chose dans la façon dont Marcus l'a dit, une pièce pleine de gens, m'a semblé délibéré, mais je ne l'ai pas pressé de questions. J'étais trop occupé à décider quoi porter. J'ai choisi la robe bleu marine, la robe de maman. Elle l'avait portée pour son 20e dîner d'anniversaire de mariage, le dernier avant son diagnostic. C'était un col bateau simple, des manches 3/4, un ourlet juste en dessous du genou. Je l'avais fait reprendre à la taille, mais le tissu était toujours le sien. La soie portait encore la plus faible odeur de son parfum si j'enfouissais mon visage dans l'épaule. Je la portais pour papa parce que maman ne pouvait pas être là et je voulais qu'une partie d'elle soit dans la pièce. Marcus a conduit. Le Willowbrook Country Club se trouvait au bout d'une longue allée privée. Colonne de pierre, terrain de golf s'étendant dans le crépuscule, service de voiturier. À l'intérieur, des lustres en cristal, des nappes en lin, un podium avec une photographie encadrée de papa serrant la main du PDG de l'entreprise. Tout était brillant, cher et mis en scène. J'ai trouvé le plan de table près de l'entrée. Mes yeux ont parcouru la table d'honneur. Richard Purcell, Victoria Purcell, Brooke Ashford, 3 collègues principaux. Mon nom n'était nulle part. Tante Janet avait été placée à la table la plus éloignée de l'avant, près des portes de la cuisine. J'aurais dû faire demi-tour à ce moment-là, mais j'avais passé 3 ans à me demander si mon père se souvenait encore de mon nom. J'avais besoin de l'entendre de sa bouche, même si la réponse me détruisait. Victoria nous a accueillis juste à l'intérieur du foyer. Elle portait une écharpe Hermès anthracite drapée sur une robe noire ajustée, et son sourire s'est posé sur moi comme un flash d'appareil photo, brillant, aveuglant, et disparu en une seconde. « Oh, Heather, je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. » L'invitation disait « famille », ai-je répondu. « Bien sûr. » Elle a touché mon coude et nous a guidés à travers le hall principal, non pas vers la table d'honneur, non pas vers papa. Elle nous a conduits à une table pour 2 près du mur du fond. Le genre de table qu'ils installent quand ils n'ont plus de place, coincée entre un pilier et le couloir de service. Pas de plaque nominative, pas de centre de table, juste 2 chaises et une corbeille à pain. Je me suis assise. Marcus s'est assis en face de moi. Aucun de nous n'a touché le pain. De là, je pouvais voir mon père. Il était déjà assis à la table d'honneur, une montre Cartier attrapant la lumière à son poignet, un cadeau de Victoria pour leur 10e anniversaire. Brooke était assise à sa droite, se penchant vers lui, sa main posée sur son bras. Elle portait une robe de cocktail de couleur rose poudrée et un pendentif Tiffany, et ses cheveux tombaient en boucles parfaites comme si elle sortait d'un salon. Elle ressemblait à une fille. Elle avait l'air d'être à sa place. Papa a jeté un coup d'œil dans ma direction. Pendant une seconde, nos yeux se sont croisés à travers la pièce. J'ai attendu quelque chose. De la reconnaissance, de la culpabilité, de la confusion, n'importe quoi. Il s'est détourné. De retour à Brooke. De retour à la table où mon nom n'existait pas. Une main a serré mon épaule. Tante Janet. Elle avait traversé toute la pièce pour nous rejoindre, se faufilant entre les tables avec ses lunettes de lecture encore sur la tête. Elle s'est penchée et a chuchoté assez près pour que je sente son souffle sur mon oreille. « Je suis contente que tu sois venue, ma chérie. Il y a des choses que tu dois savoir. » Elle m'a serré la main et 4 mots sont tombés dans l'espace entre nous comme des pierres dans l'eau. Ils ont changé ses papiers. Avant que je puisse demander à Janet ce qu'elle voulait dire, Victoria a pris le podium. Elle a tapoté 2 fois le microphone et la pièce s'est tue. Bonsoir à tous. Ce soir, nous célébrons l'homme, le mari et le père le plus incroyable que j'ai jamais connu, Richard Purcell. Applaudissements. Victoria a souri. Derrière elle, un écran de projection s'est animé avec un diaporama. 35 ans de la carrière de papa compressé en une centaine de photographies. Papa sur le sol de l'usine. Papa serrant la main de cadre. Papa au pique-nique de l'entreprise.
Et puis les photos de famille ont commencé. Victoria et Richard dans un vignoble. Brooke et Richard à un match de football. Victoria, Brooke et Richard posant sur le porche de la maison où j'ai grandi. Photo après photo après photo. Pas une seule image de moi. Pas une seule image de ma mère. 35 ans de la vie de mon père et Linda Purcell avaient été entièrement effacés, comme si elle n'avait jamais existé. Comme si je n'avais jamais existé. Victoria s'est retournée vers la foule. Et je veux rendre un hommage spécial à la fille de Richard, Brooke, sa fierté et sa joie, qui a suivi ses traces et l'a rendue si fière. Brooke s'est levée de la table d'honneur et a fait un petit signe de la main. Les gens ont applaudi. J'ai senti la main de Marcus se resserrer sur la mienne sous la table. Un homme s'est approché de nous pendant les applaudissements. Cheveux grisonnants, pantalon kaki, polo de l'entreprise. Phil. Il avait travaillé avec papa pendant 20 ans. Il m'a regardé avec les sourcils froncés. N'êtes-vous pas Heather? Rick parlait de vous tout le temps. Il nous a montré la photo de votre remise de diplôme universitaire, votre licence d'ingénieur. Que s'est-il passé? J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Je ne savais pas ce qui s'était passé. C'était le pire. J'avais passé 3 ans à construire une explication. Papa était en colère. Papa avait besoin d'espace. Papa avait tourné la page. Et rien de tout cela ne tenait plus. Je ne sais pas, ai-je dit. Mais je suis ici pour le découvrir. Le diaporama s'est terminé. Les serveurs ont commencé à circuler avec les plats principaux. Les conversations ont repris. Victoria est retournée à la table d'honneur et a posé sa main sur l'épaule de papa comme un piquet de revendication. J'ai posé ma serviette sur la table et je me suis levé. Marcus m'a regardé. Tu es sûr? Je n'ai pas conduit pendant 4 heures pour manger des petits pains dans un coin. J'ai marché droit au centre de la pièce, passant devant la table de Phil, devant les cadres intermédiaires et leurs épouses, devant le vice-président de l'entreprise, qui s'est arrêté au milieu d'une phrase pour me regarder passer. 80 personnes, et j'ai senti chaque paire d'yeux me suivre comme si je traversais une salle d'audience. La table d'honneur était surélevée sur une estrade basse, juste 6 pouces, mais assez pour vous donner l'impression d'approcher une scène. Je suis monté. Brooke m'a vu la première. Son sourire a vacillé. Il y avait une chaise vide à l'extrême gauche de la table. Elle appartenait à un collègue qui n'était pas venu. Je me suis tenu à côté d'elle et j'ai posé ma main sur le dossier. Papa. Richard a levé les yeux, sa mâchoire s'est crispée. Ça fait 3 ans, ai-je dit. Pouvons-nous parler? Silence à la table d'honneur. Victoria s'est penchée et a chuchoté quelque chose à Richard. Je ne pouvais pas l'entendre, mais j'ai vu son expression se durcir. Quoi qu'elle ait dit, cela a renforcé le mur qu'elle avait passé 3 ans à construire. Papa a reculé sa chaise et s'est levé. Il avait 61 ans, les épaules larges, et la posture du contremaître était toujours là, même à 63 ans. Il m'a regardé de haut et je n'ai rien vu. Pas de chaleur, pas de reconnaissance, pas de conflit, juste un étranger avec le visage de mon père. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'il allait me prendre dans ses bras. Il a posé ses 2 mains sur mes épaules et a poussé. Je suis tombé en arrière de l'estrade. Mon talon s'est accroché au bord et j'ai heurté le sol, pas gracieusement, pas dramatiquement, juste durement. Ma hanche a heurté le parquet poli. La couture de la robe de maman s'est déchirée le long de l'ourlet avec un son comme un murmure qui se déchire en deux. Cette place est pour ma vraie fille. La voix de papa a porté à travers toute la pièce. Tu as perdu le droit de t'asseoir ici quand tu as tourné le dos à cette famille. Sors d'ici. J'étais par terre, regardant mon père, et derrière lui, Brooke s'est glissé dans la chaise vide. Ma chaise, celle que j'avais traversé la pièce pour atteindre, et s'y est installée comme si elle avait attendu ce moment. C'est bon, papa, a-t-elle dit, posant sa main sur son bras. Elle ne peut plus te faire de mal. 80 personnes, des collègues qui connaissaient mon père depuis des décennies, de la famille, des amis, le vice-président de l'entreprise. Personne n'a bougé, personne n'a parlé, les fourchettes planaient, les conversations se sont tues au milieu d'une syllabe. Toute la pièce a retenu son souffle et a choisi le silence. Je me suis assise sur ce sol et j'ai senti le parquet froid à travers le tissu de la robe de ma mère.
L'ourlet déchiré tirait sur mon genou. Ma pochette était tombée ouverte à côté de moi. Et là, à moitié renversée sur le sol, se trouvait une photographie. Moi à 5 ans, assise sur les épaules de mon père sur l'un de ses chantiers. Un casque de chantier sur la tête, souriant si largement que mes yeux disparaissaient. Il riait. Je portais cette photo partout. Je n'ai pas pleuré. J'ai regardé l'homme qui m'a appris comment les bâtiments tiennent debout, et j'ai vu quelque chose de terrible sur son visage. La certitude. Il était certain d'avoir raison. Victoria avait passé 3 ans à s'en assurer. J'ai posé mes paumes à plat sur le sol et j'ai commencé à me relever. Un pas de la porte. C'est à quel point j'étais proche de sortir de cette pièce et de ne jamais revenir. Puis j'ai entendu une chaise reculer. Et ce n'était pas la mienne. C'était celle de Marcus. J'étais encore à genoux quand Marcus s'est levé de notre table d'angle. Il ne s'est pas précipité. Il a boutonné sa veste de costume, un mouvement unique et précis, et a ajusté ses poignets. Je l'avais vu faire ça 100 fois avant des présentations à son cabinet. C'était son tic. Cela signifiait qu'il était sur le point d'exposer quelque chose d'une manière qui ne laissait aucune place à la discussion. Victoria l'a remarqué la première. J'ai regardé ses yeux suivre son mouvement à travers la pièce, et quelque chose a vacillé derrière son expression. La plus brève fissure d'alarme, comblée immédiatement par un sourire d'hôtesse. « Marcus » a-t-elle appelé, sa voix calibrée pour que la pièce l'entende. « Je pense qu'il est préférable que tu ramènes Heather à la maison. Elle a eu une longue nuit. » Marcus ne l'a pas regardé. Il est passé devant les tables du centre, devant Phil, devant les invités murmurant qui ne pouvaient pas décider s'il fallait regarder ou faire comme si de rien n'était. Il s'est dirigé droit vers moi et m'a tendu la main. Je l'ai prise. Il m'a aidé à me relever. Il a regardé l'ourlet déchiré de la robe de maman et sa mâchoire s'est crispée. Et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose traverser son visage qui n'était pas du tout calme. Il l'a mis de côté. Il m'a stabilisé, puis s'est tourné vers la table d'honneur, vers mon père. Monsieur Purcell. Sa voix était conversationnelle, pas forte, pas agressive. Le ton que vous utiliseriez dans une salle de conférence, pas une confrontation, mais chaque syllabe portait. Je suis Marcus, le mari de votre fille, la fille que vous venez de pousser par terre. Le visage de Richard s'est empourpré. Je n'ai rien à vous dire. Prenez-la et partez. Je comprends, monsieur, mais avant de partir, j'ai une question. Marcus a fait une pause. Quand avez-vous personnellement pris votre téléphone pour la dernière fois et vérifié vos messages? Richard a cligné des yeux. Quoi? C'est une question simple, monsieur. Victoria s'est levée si vite que sa chaise a raclé l'estrade. Marcus, ce n'est ni le moment ni l'endroit. En fait, Madame Purcell, a dit Marcus, regardant toujours Richard. C'est exactement le moment et l'endroit. D'accord, je dois faire une pause ici pendant une seconde parce qu'à ce moment-là, j'étais prête à partir. J'étais prête à laisser mon père avoir la vie que Victoria avait construite autour de lui. Mais Marcus était resté assis à cette table d'angle, silencieux toute la soirée, tenant quelque chose dans la poche de sa veste que personne dans la pièce ne connaissait. Quelque chose qui allait tout changer. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, si cette histoire vous a touché quelque part personnellement, cliquez sur le bouton j'aime. Et si vous avez déjà eu quelqu'un pour vous défendre quand personne d'autre ne le faisait, parlez-en dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que Marcus a fait. Pendant que Marcus se tenait à la table d'honneur, la réaction de Victoria était presque belle dans sa précision. Elle s'est tournée vers la salle, les paumes ouvertes, la voix chaude et pleine d'excuses, l'hôtesse gracieuse gérant une scène malheureuse. Tout le monde, je suis vraiment désolé pour cette perturbation. S'il vous plaît, profitez de vos dîners. C'est la soirée de Richard. Elle a posé sa main sur l'épaule de papa et s'est penchée. Le microphone de la table a capté son murmure. Tu vois, je t'avais dit qu'elle ne vient que quand elle veut quelque chose. Papa a hoché la tête, mais sa main serrait sa serviette assez fort pour blanchir ses articulations. Il venait de bousculer sa fille devant tous les collègues qu'il avait jamais respectés. Je pouvais voir l'adrénaline se vider de lui, laissant derrière elle quelque chose qui ressemblait beaucoup à du doute. Brooke a comblé le silence. Elle s'est penchée vers Richard et a dit assez fort pour les tables environnantes.
Je suis là, papa. Je serai toujours là. Elle lui a frotté le bras et quelques invités ont offert des sourires compatissants dans leur direction. La belle-fille réconfortant le père accablé. Le récit tenait. De son siège près du fond, Donna Webb, une femme aux cheveux argentés que je n'avais jamais rencontrée, a observé toute la scène avec une expression que je ne pouvais pas lire à l'époque. Elle a croisé le regard de Marcus à travers la pièce et a fait un petit signe de tête délibéré. Je n'ai pas compris ce que cela signifiait. J'allais bientôt le savoir. Phil, le collègue aux cheveux grisonnants qui m'avait parlé plus tôt, a rompu le silence à sa table. C'était mal, Rick. Sa voix était basse mais ferme. Cette fille a conduit pendant 4 heures pour être ici. Papa n'a pas répondu. Victoria a insisté, levant son verre de champagne à Richard et à la famille qui a choisi de rester. Une poignée de verres se sont levés, polis, mal à l'aise. Le genre de toast que les gens boivent parce que refuser nécessiterait un courage que personne dans cette pièce n'avait encore convoqué. Personne sauf Marcus. Victoria est descendue de l'estrade et a traversé la pièce vers moi. Elle se déplaçait avec la précision de quelqu'un qui a répété ses sorties. Le menton haut, le sourire figé, les talons claquants, un rythme net sur le parquet. Elle s'est arrêtée à 1 mètre de l'endroit où je me tenais, près du vestiaire, a lissé son écharpe Hermès et a baissé la voix. Heather, ma chérie, je pense qu'il est préférable que tu partes discrètement. Tu as déjà assez embarrassé ton père pour une soirée. Je l'ai embarrassé? Il m'a poussé par terre. Parce que tu es venu sans y être invité à un événement familial privé. Si tu aimais vraiment ton père, tu aurais respecté ses souhaits. Ses souhaits ou les vôtres? Son sourire n'a pas vacillé, mais ses yeux sont devenus plats. Laisse-moi être très clair. Richard a pris sa décision. Sa retraite, ses avantages sociaux, sa maison, tout est pris en charge. Tu ne fais pas partie de ce plan. Elle a fait une pause, ajustant son ton comme on ajuste un thermostat. Soigneusement, précisément. Pars avec grâce, ou je m'assurerai que tout le monde ici sache exactement quel genre de fille tu as été. J'aurais dû partir. Chaque os rationnel de mon corps me disait de faire demi-tour, de monter dans la voiture et de conduire pendant 4 heures pour rentrer chez moi. Mais quelque chose qu'elle avait dit, ses avantages sociaux, sa maison, tout est pris en charge, a sonné faux. Cela ressemblait moins à une femme protégeant son mari qu'à un investisseur protégeant un portefeuille. Quel genre de fille appelle son père chaque semaine pendant 3 ans et n'obtient jamais de réponse, ai-je dit. Le visage de Victoria a changé. C'était rapide. Une demi-seconde de quelque chose de brut et de surpris. Et puis le masque est revenu en place. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais je l'avais vu. Cette micro-expression, ce tressaillement. Elle savait pour les appels. Elle l'avait su tout le temps. Marcus avait observé depuis le centre de la pièce. Je ne le savais pas alors, mais il avait attendu ce moment exact, le point où Victoria en ferait trop. Il m'a dit plus tard que le plan n'avait jamais été de la confronter. C'était de confronter mon père. Victoria n'était que l'obstacle. Il s'est dirigé vers la table d'honneur avec le genre de rythme lent qui fait que les gens arrêtent de mâcher. Chaque pas délibéré, les mains le long du corps. Il est passé devant Victoria sans un regard et s'est arrêté directement devant Richard. La pièce a remarqué. Les conversations se sont raréfiées. Les fourchettes se sont arrêtées. Monsieur Purcell. La voix de Marcus était stable. Richard a lancé un regard furieux. Je vous ai dit de partir. Je vous ai entendu et je le ferai, juste après que vous ayez répondu à ceci. Quand avez-vous personnellement examiné pour la dernière fois les désignations de bénéficiaires de votre 401K? La question est tombée comme une pierre dans l'eau calme. L'expression de Richard est passée de la colère à la confusion. Mon bénéficiaire. Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Quand l'avez-vous vérifié pour la dernière fois? Je ne sais pas. Il y a des années. Victoria s'occupe de tous les. Il s'est arrêté. Victoria s'occupe de tous les papiers. Marcus a terminé pour lui. Je sais qu'elle le fait. Les talons de Victoria claquaient déjà vers eux. Madame Purcell, a dit Marcus, et cette fois il l'a regardé. Vous pouvez arrêter. J'ai déjà les papiers. Il a mis la main dans sa veste et a sorti une enveloppe en manille. Elle était épaisse,
peut-être 20 pages pliées à l'intérieur. Il l'a posée sur la table devant Richard avec le même soin que vous utiliseriez pour placer un document devant un juge. La pièce est devenue silencieuse pour la deuxième fois ce soir-là, mais ce silence n'était pas dirigé contre moi. Victoria a récupéré plus vite que je ne l'aurais cru possible. Elle a pivoté, physiquement et stratégiquement, et s'est placée entre Marcus et Richard, sa main sur le bras de son mari, son corps incliné pour bloquer l'enveloppe en manille de sa ligne de mire. Richard, écoute-moi. Ils essaient de gâcher ta soirée. C'est ta retraite, 35 ans, et ils veulent en faire une sorte de drame judiciaire. Elle a regardé l'invité le plus proche avec de grands yeux blessés. Je suis vraiment désolé pour tout le monde. Heather a toujours été difficile. Nous avons tout essayé. Quelques personnes aux tables environnantes se sont agitées sur leur siège. Une femme s'est avancée et a tapoté le bras de Victoria. Le récit basculait à nouveau en sa faveur. Je me tenais près du vestiaire, regardant Marcus tenir bon pendant que Victoria jouait le rôle de victime le plus convaincant que j'ai jamais vu. Je sentais le combat s'épuiser en moi. Elle était trop douée pour ça. Puis j'ai remarqué quelque chose. Marcus avait posé l'enveloppe en manille sur la table et elle s'était légèrement ouverte sous le poids de son contenu. À l'intérieur, je pouvais voir 2 documents, des formulaires de quelque sorte, placés côte à côte. Des polices différentes, des dates différentes. Je ne pouvais pas lire le texte de là où je me tenais, mais j'ai reconnu la mise en page. J'avais déjà vu des formulaires de bénéficiaires, lors de nos propres formalités d'assurance vie. Marcus était assis à notre table de cuisine il y a 2 semaines, comparant 2 documents tard dans la nuit. Quand j'ai demandé sur quoi il travaillait, il avait dit quelque chose pour une affaire. Je ne suis pas encore sûr. Je dois le vérifier. Il ne travaillait pas sur une affaire. Il travaillait sur ceci. Monsieur Purcell, a dit Marcus tranquillement. Je ne suis pas ici pour gâcher votre soirée. Je suis ici parce que quelqu'un a systématiquement démantelé votre avenir financier et vous ne le savez pas encore. La voix de Victoria a fusé. Richard, dis-lui de partir. La main de Richard planait au-dessus de l'enveloppe. Il ne l'avait pas ouverte, mais il ne l'avait pas non plus repoussée. Même si tout cela était vrai, a dit Richard lentement. Qu'est-ce que Brooke a à voir avec mon compte de retraite? Elle doit 180 000 $ d'une start-up qui a échoué, a dit Marcus. Le saviez-vous? La tête de Richard a pivoté vers Brooke. Elle était toujours assise sur la chaise qu'elle m'avait prise. Son visage est devenu pâle. Ce n'est pas vrai. Il ment, papa. Bien sûr qu'il ment, a dit Victoria, se pressant plus près de Richard. C'est un comptable. Ils tordent les chiffres pour gagner leur vie. Marcus n'a pas bronché. Je suis un expert comptable judiciaire, en fait. Vérifier l'exactitude des chiffres est littéralement ce que je fais pour gagner ma vie. Je passe mes journées à identifier quand des documents financiers ont été modifiés. Il a laissé cela en suspens un moment. Monsieur, puis-je vous montrer ce qu'il y a dans cette enveloppe? C'est tout ce que je demande. 60 secondes de votre temps. La pièce était devenue si silencieuse que je pouvais entendre les glaçons bouger dans les verres d'eau à 3 tables de là. Les invités qui avaient fait semblant de manger avaient abandonné la comédie. Tout le monde regardait. Richard a fixé l'enveloppe. Victoria a fixé Richard. Brooke a fixé la nappe. Même si Brooke a des dettes, a dit Richard. C'est son affaire. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Il y a 8 mois, a dit Marcus, quelqu'un a soumis un formulaire de changement de bénéficiaire pour votre compte de retraite 401K et votre pension. Le formulaire original nommait Heather comme bénéficiaire principal à 50%. Le nouveau formulaire nomme Brooke Ashford comme unique bénéficiaire, 100%. La bouche de Richard s'est ouverte, puis s'est fermée, puis s'est rouverte. C'est impossible. Je n'ai jamais signé aucun. Je sais que non, monsieur. Marcus a ouvert l'enveloppe et a placé 2 formulaires sur la nappe en lin blanc, côte à côte. C'est exactement le problème. Richard a baissé les yeux sur les papiers. Son visage a changé lentement, comme un homme regardant une maison qu'il a construite commençait à pencher sur ses fondations. Le formulaire de gauche était daté d'il y a 12 ans. Bénéficiaire, Heather Purcell 50%. Succession de Linda Purcell 50%. La signature en bas était celle de Richard.
le R en boucle, le trait descendant lourd sur le P. Tout cela était indubitable pour quiconque l'avait vu signer des autorisations et des cartes d'anniversaire pendant 30 ans. Le formulaire de droite était daté d'il y a 8 mois. Bénéficiaire, Brooke Ashford, 100%. Et la signature. Richard a pris le second formulaire. Il l'a tenu près de son visage, puis l'a reculé. Ses lèvres bougeaient comme s'il déchiffrait des lettres. Ce n'est pas ma signature. Le R est faux. Je fais toujours une boucle sur le R. Celui-ci. Il est droit. Je n'ai jamais écrit mon R comme ça. Je sais, a dit Marcus. Victoria s'est avancée. Richard, ces documents sont fabriqués. Marcus les a imprimés lui-même. Tu ne peux pas. J'ai vu ma propre écriture pendant 63 ans, Victoria. Sa voix était différente maintenant, dépouillée de la colère qu'il avait portée toute la soirée, remplacée par quelque chose de plus mince. La perplexité. Ce n'est pas mon nom. Brooke a reculé sa chaise et s'est levée. Papa, il nous monte un coup. C'est ce que fait Heather. Elle manipule. Assieds-toi, Brooke. Richard n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Il regardait toujours le second formulaire, le retournant dans ses mains comme un homme découvrant des termites dans une poutre qu'il avait supposée solide. Victoria a essayé un autre angle. Elle a adouci sa voix, presque tendre. Richard, tu as signé ces papiers toi-même. Tu ne t'en souviens juste pas parce que tu as été stressé par la transition. La retraite est écrasante, chérie. Ton esprit. Mon esprit va bien. Il a posé le formulaire, a regardé Marcus, a regardé Victoria, a regardé à travers la pièce vers moi, toujours debout près du vestiaire, portant toujours la robe déchirée de ma mère. Puis une chaise a reculé d'une table dans le coin le plus éloigné de la pièce. Donna Webb s'est levée. Donna Webb avait 58 ans et travaillait à l'administration des avantages sociaux dans l'entreprise de papa depuis 22 ans. C'était le genre de femme qui portait des chaussures plates confortables et des lunettes de lecture sur une chaîne perlée, et elle transportait un porte-documents en cuir partout parce qu'elle croyait aux traces écrites comme certaines personnes croient en la prière. Elle avait traité chaque inscription aux avantages sociaux, chaque demande d'assurance et chaque formulaire de retraite que Richard Purcell avait déposé depuis qu'il avait 39 ans. Elle a traversé la pièce sans se presser. « Excusez-moi », a-t-elle dit. « Je pense que je dois ajouter un peu de contexte ici. » Victoria s'est retournée contre elle. « Donna, c'est une affaire de famille privée. Ça n'a rien à voir avec. Madame, je suis la coordinatrice des avantages sociaux de Monsieur Purcell depuis 22 ans. Quand quelqu'un soumet un changement aux bénéficiaires de la retraite d'un employé, en utilisant ce qui semble être une signature irrégulière. C'est une affaire d'entreprise. » La tension dans la pièce s'est accrue. Les invités qui avaient hésité entre la sympathie pour Victoria et la curiosité pour Marcus se sont maintenant redressés. Donna a ouvert son porte-documents. Il y a 8 mois, un formulaire de changement de bénéficiaire a été soumis pour les comptes 401K et de pension de Monsieur Purcell. Il est arrivé par courriel, ce qui est inhabituel car en 22 ans, Monsieur Purcell n'a jamais soumis de document par voie électronique. Il venait toujours à mon bureau en personne. Richard a hoché lentement la tête. C'est vrai. Je suis toujours venu te voir, Donna. J'ai signalé l'anomalie aux ressources humaines il y a 2 mois, a poursuivi Donna. La signature ne correspondait pas à nos dossiers, et le courriel d'où il avait été envoyé était un compte Gmail personnel, pas le courriel professionnel de Monsieur Purcell. Elle a fait une pause. J'ai contacté Marcus parce qu'il est répertorié comme contact d'urgence et plus proche parent de Heather. Je pensais que la famille devait savoir. La voix de Victoria est devenue mince. Vous n'aviez aucun droit. J'avais toutes les obligations, a dit Donna calmement. J'ai vu cet homme construire sa retraite pendant 30 ans. Je n'allais pas regarder quelqu'un la démanteler avec une signature falsifiée. Marcus a de nouveau mis la main dans l'enveloppe. Cette fois, il a sorti une impression, plusieurs pages agrafées ensemble, des rangées et des rangées de dates, d'heures et de numéros de téléphone. Monsieur Purcell, votre femme vous a dit que Heather n'appelle jamais, qu'elle a tourné le dos à cette famille, qu'elle ne s'en souciait pas. Marcus a posé l'impression à côté des formulaires de bénéficiaires. Richard a pris l'impression. Son doigt a parcouru les colonnes. Appel après appel après appel.
Les dates s'alignaient comme un battement de tambour. Chaque dimanche, presque sans exception. Ça ne peut pas être vrai, a-t-il dit. Vérifiez votre téléphone, monsieur, a dit Marcus doucement. Maintenant. Allez dans les paramètres, puis contact bloqué. Richard a mis la main dans sa poche avec le mouvement lent et délibéré d'un homme qui soupçonne déjà ce qu'il va trouver. Il a tapoté l'écran, a navigué dans ses menus avec les balayages maladroits de quelqu'un qui n'avait jamais exploré ses propres paramètres. Il a trouvé la liste. Un numéro bloqué. L'indicatif régional correspondait à la ville où Heather et Marcus vivaient. Richard a levé les yeux du téléphone. Ses yeux se sont déplacés vers Victoria. Et pour la première fois de la soirée, j'ai vu l'homme dont je me souvenais. Le contremaître qui ne tolérait pas le travail bâclé, qui pouvait repérer une soudure fissurée à 30 pieds de distance. L'homme qui faisait confiance à ce qu'il avait devant lui plutôt qu'à ce que quiconque lui disait. Tu l'as bloqué. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Tu as bloqué ma fille. Victoria a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. 147 appels. Les mains de Richard tremblaient. Elle m'a appelé chaque semaine. Et toi, tu te tenais dans cette maison et tu me disais qu'elle ne s'en souciait pas. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. 147 appels disaient tout ce que je n'aurais jamais pu dire. Le masque de Victoria n'a pas glissé cette fois. Il s'est brisé. Elle a abandonné le rôle de l'épouse blessée, de l'hôtesse gracieuse et de « je ne fais que protéger cette famille ». Et ce qui est apparu était une fureur brute et acculée. Très bien. Oui, j'ai bloqué son numéro parce que Heather était toxique, Richard. Elle essayait de te contrôler. Elle essayait de te monter contre moi et Brooke. Et je protégeais cette famille d'eux. Elle était ma fille. La voix de Richard s'est brisée sur le mot. Pas un cri, quelque chose de pire. Une fissure traversant le béton. C'était une femme adulte qui refusait d'accepter que tu avais une nouvelle vie. Chaque fois qu'elle appelait, tu devenais confus. Tu devenais triste. Tu commençais à poser des questions sur Linda, sur l'ancienne maison, sur des choses que j'avais passé des années à t'aider à dépasser. M'aider à dépasser ma femme décédée? T'aider à guérir. Brooke a essayé d'intervenir. Maman, arrête. Arrête. Victoria s'est retournée contre sa propre fille avec une férocité qui a fait tressaillir Brooke. N'ose pas. Tout ce que j'ai fait, chaque chose, c'était pour toi. Parce que ton père nous a laissés avec rien et je devais m'assurer que... Elle s'est reprise. Mais la phrase était déjà sortie, suspendue dans l'air comme de la fumée. Richard l'a regardée fixement. Devait t'assurer que quoi, Victoria? Que Brooke serait prise en charge. La voix de Victoria a baissé. Le combat l'a quitté aussi vite qu'il s'était enflammé. Le père de Brooke nous a abandonnés. Il nous a laissés avec des dettes et rien d'autre. Et l'entreprise de Brooke a échoué et elle doit plus qu'elle ne pourra jamais. Je devais penser à son avenir. Je devais le faire. Alors tu as volé le mien, a dit Richard tranquillement. Je l'ai redirigé. Pour notre famille. Notre famille, a répété Richard, les mots comme s'il goûtait quelque chose de gâté. Tu as effacé ma fille, falsifié mon nom et pillé mon fonds de retraite. Et tu appelles ça une famille? Victoria n'avait pas de réponse à cela. Pour la première fois en 16 ans, elle n'avait aucune réponse. Tante Janet s'est levée du fond de la pièce. Elle ne s'est pas pressée, n'a pas élevé la voix. Elle s'est simplement dirigée vers le centre de la pièce et a fait face à son frère avec l'expression stable d'une femme qui attendait depuis très longtemps de dire ce qui allait suivre. Richard s'est tourné vers elle, et je pouvais voir l'épuisement s'installer sur ses épaules, la posture d'un homme qui venait de passer les 10 dernières minutes à découvrir que le sol sur lequel il se tenait était pourri. J'ai vu Victoria exclure Heather de cette famille, morceau par morceau, a dit Janet. Les photographies, les appels téléphoniques, les invitations de vacances qui ne lui parvenaient jamais. Je suis venu te voir 5 fois différentes et je t'ai dit que quelque chose n'allait pas. Et chaque fois, tu disais la même chose, Janet, tu n'aimes tout simplement pas Victoria. Reste en dehors de ça. Jean, non. Richard, tu as poussé ta fille par terre ce soir devant chaque personne avec qui tu as travaillé pendant 35 ans. Tu dois réfléchir à ça.
Phil a hoché la tête depuis sa table. Quelques autres aussi. Le genre de hochement de tête silencieux et lourd de sens qui n'ont pas besoin de mots. Richard s'est rassis sur sa chaise à la table d'honneur. Il a posé son téléphone sur la nappe en lin, l'écran montrant toujours la liste des contacts bloqués. Sa main reposait sur l'impression des relevés téléphoniques. 147 appels cartographiés en noir et blanc. La montre Cartier brillait sous le lustre. Il n'a pas regardé Victoria. Il n'a pas regardé Brooke. Il a regardé l'espace vide devant lui. L'espace où le discours de retraite aurait dû avoir lieu. Où les toasts au champagne et le fier portrait de famille auraient dû se produire. Tout cela avait disparu, remplacé par des traces écrites et le silence. La voix de Janet a porté à travers la pièce silencieuse. Je t'aimais assez pour continuer à essayer, Richard, mais Heather t'aimait assez pour appeler 147 fois quand tu n'as jamais décroché. Pense à laquelle de nous a abandonnés. À ce moment-là, mon père était assis sur la même chaise d'où il m'avait repoussé, fixant son téléphone comme s'il le voyait pour la première fois. Et honnêtement, une partie de moi voulait partir à ce moment-là. Le laisser se débrouiller seul avec les débris. Mais c'est ça, la famille. Les personnes qui vous blessent le plus profondément sont celles dont les excuses signifieraient le plus. Alors, que s'est-il passé ensuite? Richard a-t-il enfin tout vu clairement, ou Victoria a-t-elle trouvé un dernier mensonge pour se sauver? Restez avec moi. Richard s'est levé de la table d'honneur. Il se déplaçait lentement, comme quelqu'un marchant dans l'eau, luttant contre le courant à chaque pas. Il est descendu de l'estrade et a traversé la salle de bal. Victoria a appelé après lui. Richard, où vas-tu? Richard. Il ne s'est pas retourné. 80 personnes ont regardé mon père de 63 ans traverser la longueur de cette pièce. Passant devant les tables de ses collègues, devant les flûtes de champagne et les serviettes en lin et le portrait encadré de lui-même serrant la main du PDG. Passant devant tout ça. Il s'est arrêté devant moi. Nous nous tenions à 1 mètre l'un de l'autre, assez près pour nous toucher, assez près pour que je voie la veine pulser à sa tempe et l'éclat dans ses yeux qu'il luttait pour contrôler. Son regard est tombé sur ma robe, l'ourlet déchiré, la soie marine, le col bateau que ma mère avait choisi il y a 20 ans. C'est la robe de ta mère, a-t-il dit. Oui. Tu as porté la robe de ta mère à ma fête. Je l'ai portée pour toi, papa, parce que maman aurait voulu être ici ce soir. Quelque chose s'est brisé derrière son visage. Pas d'un coup, pas une fracture nette, plutôt comme un barrage qui fuyait depuis des années et qui a finalement cédé au centre. Il a baissé les yeux sur ses propres mains, les mêmes mains qui m'avaient poussé sur ce sol 20 minutes plus tôt. Je t'ai poussé, a-t-il dit. Oui. Devant tout le monde. Oui. Il a regardé la montre Cartier à son poignet. Puis il m'a regardé. Et quoique Victoria ait passé 3 ans à lui murmurer à l'oreille, Heather ne s'en soucie pas. Heather a choisi de partir. Heather n'est plus ta famille. J'ai regardé tout cela s'effacer de son expression comme de l'eau à travers une fondation fissurée. Il a ouvert la bouche, et pour la première fois en 3 ans, les mots qui sont sortis étaient les siens. Heather. Il s'est arrêté, a dégluti, a réessayé. Je ne sais pas comment dire ça. J'ai attendu. Je ne l'ai pas aidé à trouver les mots. Cela peut sembler froid, mais j'avais passé 3 ans à appeler un téléphone qui ne sonnait jamais. Je n'allais pas lui faciliter la tâche. Il me devait l'effort de trouver les bons mots lui-même. J'ai cru tout ce qu'elle m'a dit, a-t-il dit. Chaque mot. Parce que c'était plus facile que d'admettre que je te perdais et que je ne savais pas comment l'arrêter. Il a fait une pause. Après la mort de ta mère, je ne savais pas comment être un père seul. Victoria a rendu les choses simples. Elle s'occupait de tout et je l'ai laissé faire parce que m'occuper des choses moi-même signifiait faire face à quel point j'échouais dans tout ça. Il s'est retourné vers la salle. 80 visages le fixaient. Je dois des excuses à ma fille, a-t-il dit assez fort pour les tables du fond. Pas seulement pour ce soir, pour 3 ans. J'ai laissé quelqu'un me convaincre que la seule personne qui n'a jamais cessé de me tendre la main m'avait abandonné. C'est de ma faute. Victoria a menti. Mais j'ai choisi de la croire parce que le mensonge était plus confortable que la vérité. Il m'a fait face à nouveau. J'avais la gorge serrée. Mes yeux me brûlaient. Mais je ne me suis pas effondré contre lui.
Je ne lui ai pas sauté au cou en lui disant que tout allait bien. Il a hoché lentement la tête. Je sais. Bien. Alors c'est ici que nous commençons, pas là où nous finissons. Il a de nouveau hoché la tête, et la plus petite chose a changé, comme une charge se recentrant sur une poutre qui était déséquilibrée depuis des années. Victoria n'avait pas fini. Elle a traversé le sol avec la posture rigide d'une femme dont toute l'architecture s'effondrait et qui refusait de reconnaître la gravité. Elle s'est positionnée entre Richard et moi et s'est adressée à la salle. Est-ce que personne ne voit ce qui se passe? Marcus et Heather ont planifié tout ce spectacle. Ils sont venus ici ce soir pour humilier Richard à sa propre retraite. C'est coordonné. C'est une attaque. Richard a parlé sans se tourner vers elle. Non, Victoria. La seule personne qui a planifié quelque chose à cette fête, c'est toi. Le plan de table, le diaporama sans photo de Heather, sans photo de Linda. Tu as tout chorégraphié ce soir pour t'assurer que ma fille se sente invisible. Et ça a marché. Jusqu'à ce que ça ne marche plus. Victoria s'est tournée vers les invités. Elle a balayé la salle du regard à la recherche d'alliés, d'un visage sympathique, de quiconque corroborerait le récit qu'elle avait maintenu pendant 16 ans. Ce qu'elle a trouvé à la place, ce sont des regards détournés, des mâchoires serrées et des mains enroulées autour de verres d'eau. Phil a pris la parole. Madame, l'homme vient de nous montrer une signature falsifiée. Asseyez-vous. Victoria s'est tournée vers Brooke, la dernière personne restante dans son camp. Brooke se tenait au bord de l'estrade, serrant son petit sac à main à deux mains, son visage vidé de sa couleur. Brooke, dis-leur. Dis-leur que tout cela est un malentendu. La bouche de Brooke s'est ouverte, s'est fermée. Elle a regardé Richard. Elle a regardé les formulaires de bénéficiaires toujours étalés sur la nappe en lin. Elle m'a regardé, moi, debout dans la robe déchirée de ma mère. Maman, a dit Brooke tranquillement. C'est fini. Quelque chose dans l'expression de Victoria est devenu vide. Le combat a quitté son visage comme l'air quittant un pneu. Pas de manière dramatique, pas avec un bang, juste un dégonflement lent et régulier. Ce n'est pas fini, a-t-elle chuchoté. Mais elle était la seule personne dans la pièce qui croyait encore cela. Brooke a rassemblé ses affaires de la table d'honneur. Elle se déplaçait mécaniquement. Pochette, téléphone, le châle en cachemire que Victoria avait drapé sur sa chaise. Elle n'a pas regardé les formulaires de bénéficiaires. Elle n'a pas regardé la liste des contacts bloqués qui brillaient encore sur le téléphone de Richard. Elle est descendue de l'estrade et s'est dirigée vers la porte, mais elle s'est arrêtée devant moi. Je ne savais pas pour la signature, a-t-elle dit. Sa voix était mince. Je te le jure, Heather. Je ne savais pas qu'elle avait falsifié son nom. Mais tu savais pour le téléphone, ai-je dit. Tu savais que j'appelais. Tu savais que j'étais bloqué. Brooke n'a pas répondu tout de suite. Et ce silence, 3 secondes, peut-être 4, portait plus d'honnêteté que tout ce que Victoria avait dit de toute la soirée. Je voulais un père, a finalement dit Brooke. Ses yeux étaient humides. Mon vrai père est parti quand j'avais 6 ans, il a déménagé à Portland avec sa petite amie et n'a jamais regardé en arrière. Richard était la première personne qui ait jamais. Sa voix s'est brisée. Il m'a fait sentir que je comptais. Je comprenais cela. Je le comprenais complètement. Et le comprendre ne me rendait pas moins en colère, mais cela rendait ma colère plus précise. Je comprends le désir d'avoir un père, Brooke, mais on n'en obtient pas un en effaçant la fille de quelqu'un d'autre. Elle a soutenu mon regard pendant un long moment, puis elle a hoché la tête, un petit mouvement sec, et s'est dirigée vers la sortie. Victoria a appelé après elle, d'une voix vive et désespérée. Brooke, Brooke. Brooke a poussé les portes doubles et n'a pas regardé en arrière. Dans la pièce, un changement se produisait. L'expiration lente et collective de 80 personnes traitant ce dont elle venait d'être témoin. Quelques collègues de Richard se sont levés et se sont dirigés vers lui. Poignée de main, mots silencieux. Donna s'est approchée de Marcus et a hoché la tête une fois, le genre de hochement de tête qui signifiait le travail est fait. Je ne détestais pas Brooke. Je détestais ce qu'elle avait laissé se produire. Il y a une différence, et c'était une différence qu'elle devrait régler seule. Victoria se tenait seule à la table d'honneur. La chaise à côté d'elle était vide. Le siège de Brooke.
La chaise de l'autre côté était vide. Celle de Richard. La nappe en lin contenait toujours les 2 formulaires de bénéficiaires, les relevés téléphoniques, les restes d'une célébration qui s'était transformée en toute autre chose. Richard lui a fait face de l'autre côté de la pièce. « Victoria, je pense que tu devrais rentrer chez toi. »« C'est aussi ma fête, Richard. »« Non, c'était censé être ma retraite. 35 ans de ma vie, et tu en as fait une scène pour ton stratagème. Rentre chez toi, nous parlerons demain avec un avocat présent. » Victoria a pris sa pochette, un sac Chanel, en cuir matelassé noir avec des ferrures dorées. Elle a ajusté l'écharpe Hermès autour de son cou. Elle s'est redressée de toute sa hauteur et a inspecté la pièce une dernière fois. 80 personnes qui avaient passé la soirée à regarder sa performance se défaire, point par point. Elle s'est dirigée vers la sortie. Ses talons ont frappé le parquet à un rythme lent et mesuré. Le seul son dans toute la salle de bal. À la porte, elle s'est arrêtée et s'est retournée. Elle m'a regardé directement, pas Richard, pas Marcus, moi. Il n'y avait plus de faux-semblants, plus de chaleur, plus de stratégie, plus de chagrin étudié, juste de la fureur. Pure, non filtrée, 16 ans de préparation. La fureur. Je l'ai regardé en retour. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas parlé. Après 3 ans de silence, j'étais devenu très doué pour ça. La porte s'est refermée derrière elle. La pièce a relâché un souffle qu'elle retenait depuis 1 heure. La conversation a repris, hésitante et basse. Les verres ont tinté. Quelqu'un a ri nerveusement. Le monde a recommencé à tourner. Richard se tenait au centre de la pièce, regardant la table d'honneur vide, les chaises vides. Puis il m'a regardé. Il ne m'a pas offert la chaise. Il l'a tirée pour moi. Et pour la première fois en 3 ans, je me suis assise à côté de mon père. Le reste de la fête s'est dissous lentement. Les invités ont dit au revoir. Certains ont serré la main de Richard et n'ont pas mentionné ce qui s'était passé, ce qui était sa propre forme de reconnaissance. D'autres, Phil, quelques-uns des superviseurs plus âgés, lui ont serré le bras et ont dit des choses comme « Tu as encore des gens qui se soucient de toi, Rick. » Richard a hoché la tête à chacun, mais ses yeux revenaient sans cesse sur les 2 formulaires sur la table. Comme s'il les fixait assez longtemps pouvait défaire ce qu'ils représentaient. Après que les derniers invités soient partis, Donna s'est approchée de nous. Elle avait attendu délibérément. C'était une femme qui comprenait la différence entre l'urgence et le timing. « Monsieur Purcell, a-t-elle dit, étant donné ce qui a été présenté ce soir, je devrais déposer un rapport formel auprès des ressources humaines et du service juridique dès lundi matin. Vos désignations de bénéficiaires seront gelées en attendant une enquête interne. Pas de changement, pas de retrait, pas de distribution jusqu'à ce que nous ayons vérifié la chaîne de possession de chaque document. » Richard a hoché la tête. « Faites ce que vous avez à faire, Donna. Et merci. Vous n'aviez pas à vous manifester comme ça. » Si, je le devais. Elle a fermé son porte-document. J'ai également extrait les journaux de soumission par courriel avant ce soir. Le changement de bénéficiaire a été envoyé depuis une adresse Gmail personnelle. L'adresse IP remonte à un emplacement résidentiel, votre domicile, Monsieur Purcell. Et ce n'est pas la première irrégularité. Il y a 2 ans, une demande a été soumise pour ajouter Brooke Ashford comme bénéficiaire de votre police d'assurance vie d'entreprise. Je l'ai rejetée parce qu'elle ne se qualifie pas comme une dépendante légale. Richard a fermé les yeux. 2 ans. Victoria travaillait là-dessus depuis au moins 2 ans et il ne l'avait jamais su. Marcus se tenait à côté de moi. Votre 401K et votre pension. Ensemble, ils valent environ 420 000 $. Si les formulaires étaient passés sans contestation, vous auriez pris votre retraite avec rien à votre nom. Tout ce que j'ai gagné, a dit Richard tranquillement. 35 ans. Chaque centime, a confirmé Marcus, serait allé à Brooke Ashford le jour où vous auriez déposé vos derniers papiers. Marcus et moi sommes rentrés dans le noir. L'autoroute était vide. Les champs défilaient derrière les fenêtres comme de l'eau sombre, et aucun de nous n'a parlé pendant les 20 premiers miles. J'ai baissé les yeux sur la robe de maman. L'ourlet était déchiré là où j'avais heurté le sol. Un fil pendait près du genou. J'ai passé mon pouce dessus et j'ai pensé à la façon dont certaines choses peuvent être réparées et d'autres ne peuvent être portées qu'avec les dommages visibles.
Tu savais, ai-je dit, avant ce soir. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Marcus a gardé les yeux sur la route. Parce que si j'avais eu tort, si la divergence de signature s'était avérée être une erreur de bureau, ou si les soupçons de Donna n'avaient pas tenu, j'aurais été une autre personne à faire des promesses sur ton père qui s'effondrait. Tu en as eu assez. Je n'allais pas te donner un espoir que je ne pouvais pas étayer avec des documents. Je comprenais. C'était Marcus. Il ne traitait pas avec des sentiments. Il traitait avec des faits vérifiés. Et il m'aimait assez pour attendre que les faits soient solides. Il y a une autre chose, a-t-il dit. Quand je parcourais les relevés téléphoniques, j'ai trouvé quelque chose. Il y a 3 ans, la veille de Noël, la nuit où tu as laissé ce message vocal, tu as aussi envoyé un texto. Je m'en souvenais. Joyeux Noël, papa. Je suis désolé de ne pas pouvoir venir. Je t'aime. Il a été livré et il a été lu. Le reçu de lecture de l'opérateur montre qu'il a été ouvert à 23h47 la veille de Noël. Ma poitrine s'est serrée. Il l'a vu. Quelqu'un l'a vu? Marcus a fait une pause. Puis l'a supprimé. Et a bloqué ton numéro. Le lendemain matin. V. Victoria avait lu mon message de Noël à mon père. Elle avait vu les mots « Je t'aime, papa » et les avait effacés. Une semaine plus tard, les pièces ont commencé à se mettre en place. Lentement, inégalement, comme les choses le font dans la vraie vie quand il n'y a pas de monteur pour couper les parties gênantes. Les ressources humaines ont terminé leur enquête préliminaire le mercredi. Le second formulaire de bénéficiaire a été confirmé comme frauduleux. L'analyse de la signature ne correspondait pas au dossier de l'entreprise, et l'adresse courriel d'envoi était liée à un compte enregistré sous le nom de jeune fille de Victoria. Les désignations de bénéficiaires originales de Richard ont été restaurées. Heather Purcell 50%. Succession de Linda Purcell 50%. Comme papa l'avait écrit il y a 12 ans, comme cela aurait dû rester. Richard a rencontré un avocat spécialisé en divorce le jeudi. Victoria avait déjà déménagé la plupart de ses effets personnels de la maison à ce moment-là. Elle l'avait fait pendant que Richard était à une réunion de suivi à l'usine. Pas de conversation, pas de négociation, juste des tiroirs vides et un placard dépouillé de Hermès et de Chanel. Brooke m'a envoyé un courriel le vendredi. 2 lignes. Tu avais raison pour le téléphone. J'aurais dû dire quelque chose. Je l'ai lu 3 fois. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je la punissais, mais parce que je n'avais pas encore compris à quoi ressemblaient des mots honnêtes. Elle méritait une vraie réponse, et je n'étais pas prête à en donner une. Richard m'a appelé le samedi matin. Le premier appel téléphonique de mon père en 3 ans. Nous sommes restés en silence pendant les 10 premières secondes. Le genre de silence qui remplissait notre cuisine après la mort de maman. Plein, lourd et étrangement familier. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-il dit. Je l'ai entendu expirer, longuement et de manière tremblante. Je porte la Timex. La montre que je lui avais achetée avec mon premier salaire d'été quand j'avais 16 ans. Une Timex à $30 d'une vitrine chez Walmart. Je ne savais pas qu'il l'avait gardée. Bien, ai-je dit. C'est un début, aussi. 2 semaines après la fête, je suis arrivé dans l'allée de mon père pour la première fois en 3 ans. Marcus a attendu dans la voiture. Prends ton temps, a-t-il dit. Je serai là. La porte d'entrée était déverrouillée. Je suis entré et la maison sentait différemment. Pas mauvais, juste différent. Les bougies de Victoria avaient disparu. Les graminées ornementales qu'elle avait plantées étaient toujours dans le jardin, mais quelqu'un avait posé un seul pot de marguerite à œil noir sur la balustrade du porche. La fleur de maman. Papa devait les avoir achetées à la pépinière. La table de salle à manger en marbre avait disparu. À sa place, au milieu de la cuisine, posée sur le même carrelage usé sur lequel j'avais marché enfant, se trouvait la table en chêne. Papa l'avait sortie du garage, l'avait poncée et revernissée. Le grain était plus foncé maintenant, patiné par des années de stockage, mais les joints étaient serrés, les pieds étaient droits, et quand j'ai passé ma main sur la surface, je pouvais sentir les rainures de 1000 dîners de famille. J'ai trouvé ma chaise, celle avec mes initiales gravées dans le dossier. HP, gravé avec un couteau de poche par un homme qui voulait le nom de sa fille dans le bois pour qu'elle sache toujours où était sa place. La chaise vacillait légèrement.
Papa avait recollé le pied, mais le joint n'était pas parfait. Certaines des rayures ne partiront pas, a dit papa depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. Ce n'est pas grave, papa. Certaines des miennes non plus. Il a versé 2 tasses de café dans des tasses en céramique unie. Pas de porcelaine Wedgwood, pas de marbre, juste 2 tasses sur une table en chêne dans une cuisine qui commençait à se souvenir de ce qu'elle était. Sur le mur derrière lui, une photographie encadrée de ma mère, Linda Purcell, souriant, de retour à sa place. J'ai jeté un coup d'œil au téléphone de papa posé sur la table. L'écran était déverrouillé. Je pouvais voir l'application des paramètres ouverte. Contact bloqué. La liste était vide. Il l'avait découvert lui-même. Nous n'avons pas parlé de tout cet après-midi-là. Nous n'en avions pas besoin. Parfois, s'asseoir à la même table suffit. Les gens me demandent si j'ai pardonné à mon père. La réponse honnête est que le pardon n'est pas un interrupteur que j'ai actionné. C'est plus comme de la physiothérapie. Répétitif, inconfortable, et mesuré en millimètres au lieu de kilomètres. Certains jours, je me réveille et tout va bien. Certains jours, je me souviens du sol, du parquet, du son de la robe de ma mère qui se déchire, et je dois décider à nouveau si je vais porter ça ou le poser. J'y travaille tous les jours. Voici ce que j'ai appris, et je vous le dis non pas comme un conseil, mais comme quelque chose que j'ai dû découvrir à la dure. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous prétendez que cela n'est pas arrivé. Cela signifie que vous arrêtez de laisser leur pire moment dicter chaque moment qui suit. Mon père m'a poussé. Il m'a appelé et pas sa vraie fille devant 80 personnes. Ces choses sont arrivées et elles seront toujours arrivées, mais elles ne sont pas toute l'histoire. C'est le chapitre qui a failli nous séparer, mais qui ne l'a pas fait. Victoria, je ne la déteste pas. J'ai essayé et je n'y arrive pas. C'était une femme qui a vu son premier mari l'abandonner, elle et sa fille, et elle s'est jurée de ne plus jamais laisser cela se reproduire. Sa méthode était mauvaise. Son exécution était criminelle. Mais la peur en dessous, la peur de se retrouver avec rien, je comprends cette peur. Je refuse simplement de laisser cela excuser ce qu'elle a fait. Marcus ne m'a pas sauvé cette nuit-là. Je veux être clair à ce sujet. Il m'a donné la vérité. Donna lui a donné les papiers. Janet a tendu le miroir à Richard, mais je me suis sauvé moi-même en choisissant de me présenter à cette fête dans la robe de ma mère après 3 ans de silence. J'aurais pu rester à la maison. J'ai failli le faire. Ma plus grande faiblesse était ma fierté. J'étais si déterminé à ne pas mendier l'attention de mon père que j'ai laissé passer 3 ans sans me battre pour lui. La fierté a gardé ma dignité intacte, bien sûr, mais elle m'a aussi tenu éloigné de la vérité. 1 mois après la fête, papa et moi sommes allés déjeuner. Juste nous deux. Pas de Marcus, pas de Janet, pas de tampon. Un restaurant sur la route 35, le même où il m'emmenait le samedi matin avant que nous n'allions sur le chantier qu'il supervisait cette semaine-là. Banquette en vinyle rouge, menu plastifié, café dans des tasses en céramique avec le logo du restaurant qui s'effaçait. Il portait la Timex. Le cristal était rayé. Le bracelet en cuir était craquelé sur les bords et tenait avec une goupille de remplacement que je pouvais dire qu'il avait acheté dans une quincaillerie. Mais la trotteuse tic-taquait encore. Tu l'as gardée, ai-je dit. Elle était dans mon tiroir de commode, sous la boîte Cartier. Il a retourné la montre dans sa main. Je crois que j'ai toujours su laquelle signifiait le plus. Nous avons commandé la même chose. 2 sandwichs aux œufs frits et du café noir, comme nous le faisions quand j'avais 10 ans et que je faisais semblant d'aimer le café parce qu'il en buvait. Nous avons parlé de petites choses, du temps, d'un nouveau projet de pont sur lequel je consultais en Virginie, de ses projets pour la retraite. De vrais projets maintenant, pas ceux que Victoria avait conçus. Il voulait à nouveau construire des meubles, peut-être refaire le Porsche. Il n'a pas mentionné Victoria. Je n'ai pas insisté. Vers la fin du repas, il a posé sa fourchette et m'a regardé avec l'attention concentrée d'un homme qui avait passé 1 mois à répéter une phrase. Ta mère aurait été fière de toi, Heather. Elle aurait été fière de toi aussi, papa, de t'être réveillé. Il a hoché la tête, a pris son café, a bu une gorgée, et nous sommes restés là, dans une banquette en vinyle dans un restaurant qui n'avait pas été rénové depuis les années 90, buvant du mauvais café, et c'était le meilleur repas que j'ai eu depuis des années.
La montre la plus chère du monde ne peut pas racheter le temps que vous avez perdu. Mais une Timex à $30 peut vous rappeler d'arrêter de gaspiller ce qui reste. Voici où tout le monde a fini. Victoria, le divorce a été finalisé 4 mois plus tard. Selon la loi de l'Ohio, les actifs obtenus par fraude ne sont pas soumis à une division équitable, elle n'a donc reçu aucune partie du fonds de retraite de Richard. L'équipe juridique de l'entreprise a renvoyé le formulaire de bénéficiaire falsifié aux autorités locales. La question de savoir si des accusations seraient portées était encore en suspens lorsque j'ai enregistré ceci. Victoria a emménagé avec sa sœur à Columbus. Je ne lui ai pas parlé depuis la fête et je ne prévois pas de le faire. Brooke, elle rembourse sa dette de start-up selon un plan de remboursement structuré. Pas de filet de sécurité de Richard. Pas de pension redirigée. Pas de raccourci. Elle m'a envoyé un deuxième courriel environ 2 mois après le premier. Il était plus long. Elle ne demandait pas le pardon. Elle décrivait ce que c'était que de grandir sans père et comment cette solitude l'avait rendue prête à fermer les yeux quand sa mère franchissait des limites. Je l'ai lu. Je n'ai toujours pas répondu. Je ne suis pas sûr de le faire, mais je l'ai gardé. Donna Webb. Elle a pris sa retraite le même trimestre que Richard. Les ressources humaines lui ont donné une mention élogieuse pour avoir identifié l'irrégularité du bénéficiaire. Le langage officiel était diligence exemplaire dans la protection des actifs de retraite des employés. Elle et papa se parlent encore. Elle lui envoie des articles sur la gestion des 401 cas qu'il fait semblant de lire. Richard, mon père. Il a rejoint un groupe de soutien pour les personnes ayant subi une manipulation financière par des membres de leur famille. Il y va un mardi sur 2. Il apprend également à utiliser son téléphone intelligent. Vraiment l'utiliser. Il peut vérifier sa liste de contacts bloqués, lire ses propres messages textes, et même passer des appels vidéo. Il est terrible à ça. La caméra est toujours pointée sur son front. Je ne le corrige pas. Marcus, toujours expert comptable judiciaire, vérifie toujours chaque chiffre 2 fois. Toujours la personne la plus stable que j'ai jamais rencontrée. Et la table en chaîne dans la cuisine de papa à 4 chaises maintenant. Richard, Heather, Marcus, Janet. Pas 3, pas 5. Juste assez pour les personnes qui ont choisi de rester, pas celles qui sont restées pour prendre. Si vous écoutez ceci et que vous reconnaissez quelque chose, le silence, les appels bloqués, la place qui vous a été enlevée, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas invisible. Vous étiez juste dans une pièce pleine de gens qui ont choisi de ne pas regarder. N'attendez pas 3 ans comme je l'ai fait. Ne laissez pas votre fierté ou votre amour-propre se transformer en une excuse pour cesser de tendre la main aux personnes qui comptent. Je me disais que j'étais forte en ne suppliant pas. Je me disais que je préservais ma dignité. Ce que je faisais vraiment, c'était donner à Victoria 3 années incontestées pour réécrire la réalité de mon père. Mon silence ne m'a pas protégé. Il l'a protégée elle. Mais je dirais aussi ceci, parce que c'est tout aussi important. Ne vous battez pas pour des gens qui vous ont montré qu'ils ne méritaient pas le combat. Sachez faire la différence. Il y a une ligne entre la loyauté et l'autodestruction, et vous êtes la seule personne qui peut la tracer. Mon père a fait une terrible erreur. Il l'a faite parce qu'une femme lui a menti tous les jours pendant 3 ans, et il était trop épuisé et trop effrayé d'être seul pour la remettre en question. Cela ne l'excuse pas, mais cela l'explique. Et parfois, comprendre pourquoi quelqu'un vous a blessé est la première étape pour décider s'il a mérité une autre chance. Je n'ai pas eu une fin parfaite. J'ai eu un point de départ. Une table de cuisine avec 4 chaises et un pot de marguerite à œil noir sur le porche. Un père qui répond à son téléphone maintenant. Un mari qui se bat avec des papiers au lieu de poings. Une tante qui n'a jamais cessé de frapper à la porte. Je m'appelle Heather Purcell. J'ai 31 ans. Je suis ingénieur en structure et je construis des choses qui sont conçues pour tenir même quand le sol tremble sous elles. Sur la table en chaîne de papa, à côté de la photo encadrée de maman, il y a un instantané de moi à 5 ans, assis sur ses épaules sur l'un de ses chantiers, portant un casque de chantier 3 tailles trop grand, souriant si largement que mes yeux disparaissent. Il rit. Je porte cette photo partout maintenant. Elle reste sur la table, là où est sa place. C'est la fin de mon histoire. Mais avant de partir, je veux vous demander quelque chose.
Si vous pouviez remonter le temps et dire une chose, juste une chose honnête, aux membres de votre famille qui vous a le plus blessé, que serait-ce? Pas pour réparer, juste pour dire votre vérité. Mettez-la dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et si cette histoire vous a fait vous sentir un peu moins seul ce soir, c'est tout ce que j'aurais pu espérer. Il y a une autre histoire liée dans la description qui m'a tout autant frappé à raconter. Je pense que vous comprendrez pourquoi une fois que vous l'aurez entendue.